Je suis née 182 ans après le Code civil, environ 135 mois avant Kylie Jenner et très exactement 2 ans après Ghostbusters. Cindy Crawford existait depuis déjà 20 ans, 3 mois et 13 semaines, et il a fallu attendre 11 860 jours avant de constater un embonpoint significatif chez les Français en raison d'un enfermement forcé et de dizaines d'émissions culinaires regardées. Alors je suis née à l'époque des épaulettes XXL, récemment réhabilitées par Rihanna, qui n'a décidément peur de rien, du léopard en total look et de la loi Roudy, qui a cru pouvoir mettre en place une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Alors pour être un peu plus précise, je consomme en moyenne 2,76 litres de parfum par an, dont 1,27 d'eau des merveilles. Mon petit chien est 156 fois plus gros qu'un vernis à ongles, mesure au garrot 13 cm de plus qu'un code général des impôts et manifeste un intérêt exponentiel et destructeur pour mes escarpins à talons de 12 cm. Ma profession se situe approximativement à 4,22 années-lumière des Fashion Week, soit la distance entre la Terre et Alpha Proxima du Centaure. Vous l'avez compris, je suis avocate au barreau de Paris et docteur en droit. J'ai fêté mes 50 barreaux le 13 avril dernier et j'ai créé mon cabinet il y a de ça quelques années. J'ai enseigné pendant plus de 10 ans en université, notamment à Assas, en école de commerce, et j'ai aussi la chance et l'honneur de donner en moyenne 9 conférences par an un petit peu partout dans le monde, alors maintenant c'est depuis mon canapé en visio, de figurer parmi les 109 nouvelles Marianne de la République et d'être chroniqueuse télé toutes les semaines. Alors quand on m'a proposé de faire ce TEDx, j'ai tout de suite su ce dont j'avais envie de vous parler. Je pense que vous serez d'accord avec moi, on n'a jamais autant parlé de la violence, jamais autant appelé à la trouver, jamais autant appelé à la combattre. Alors en tant qu'avocate, je suis confrontée tous les jours à la violence. Violence physique, certes, mais aussi et surtout violence psychologique. En tant qu'avocate, j'ai pu constater qu'il y a des violences dont on ne parle pas, ou très peu. Des violences insidieuses, des violences normalisées. Alors on aurait pu penser qu'étant donné que ce qui était autrefois permis ne l'est plus, on évoluerait vers des mœurs adoucies. Il n'en est rien. En tant qu'avocate, j'ai pu constater que la violence n'a pas disparu. Elle s'est faite plus subtile, plus sournoise, engageant doute et perte de certitude. Alors quand on s'installe seul, comme je l'ai fait, au départ on prend tout. Les contentieux de sécurité sociale, les tribunaux paritaires des beaux ruraux. Et puis un jour, comme ça, d'un coup d'un seul, on se prend de passion pour des combats spécifiques. Clairement, il y a des affaires qui marquent. Et elles marquent car elles nous renvoient directement à notre propre histoire et à notre propre expérience. Alors, on a beaucoup d'acceptions de la violence, et partout on la condamne. Mais derrière cette condamnation morale, derrière ce pacifisme de façade, on laisse malgré tout se perpétrer des violences majeures. Beaucoup concernent les femmes. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous parler des violences physiques, de celles qui marquent visiblement, de celles qui laissent des bleus, de celles qui laissent un corps inerte. Je vais vous parler aujourd'hui des violences psychologiques, qui peuvent être bien plus graves, contrairement à ce que beaucoup pensent, que les violences physiques. Parce que oui, un individu, quel qu'il soit, peut détruire l'autre sans porter un seul coup. Alors au premier rang de ces violences psychologiques, j'aimerais qu'on parle du cyberharcèlement. Alors, le harcèlement, c'est quelque chose que nous connaissons bien dans les prétoires. Nous avons l'habitude de l'amoureux éconduit qui reste des heures en face du domicile de celle qui le rejette. Nous avons l'habitude de l'employeur indélicat qui joue de sa supériorité. Nous commençons à peine à avoir l'habitude de celles et ceux qui envoient des mails et des messages menaçants. Alors, il faut comprendre quelque chose. C'est que nous sommes dans un monde nouveau. Aujourd'hui, les corbeaux ne glissent plus des messages sous les portes. Ils les envoient par mail ou par Twitter. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication évoluent et facilitent le passage au délit. Alors aujourd'hui, par ce TEDx, par le retentissement que j'espère il aura, le mot de cyberharcèlement et ses conséquences devront cesser d'évoquer pour beaucoup une maladie imaginaire aux conséquences forcément virtuelles. Parce que le cyberharcèlement, c'est une réalité qui peut blesser durablement et parfois très gravement, et je suis la première à pouvoir en témoigner. Alors vous l'avez compris, je suis avocate, donc forcément on va parler un peu de droit. En 2014, le Code pénal intègre le harcèlement et fait une circonstance aggravante du fait qu'il soit commis sur Internet ou sur les réseaux sociaux.
Alors j'aimerais qu'on s'interroge sur la raison pour laquelle le législateur a choisi de faire du cyberharcèlement une circonstance aggravante. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est plus grave qu'un harcèlement normal. Parce qu'il vous suit partout, chez vous, chez vos amis, chez le médecin, dans votre intimité. Peu importe que vous les connaissiez, vous avez soudain des hordes d'anonymes, parfois avec des vrais, parfois avec des faux comptes, qui viennent vous lyncher en public, atteindre votre réputation et votre crédibilité. Et le pire, c'est que tout le monde peut constater l'humiliation que vous subissez. Votre famille, vos amis, votre employeur. Et parfois même ce harcèlement va plus loin. Nous nous rappelons tous du sort réservé à Samuel Paty après la publication d'une vidéo le concernant sur Facebook. Alors s'envisager en tant que victime, en supporter les conséquences, les regards, les jugements parfois, c'est difficile et j'en accompagne beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, quand on est avocat, c'est encore pire. Parce que jamais, au grand jamais, on ne s'imagine de l'autre côté de la barre, à la place de ceux que l'on défend si ardemment. Et pourtant, le 22 mars 2019, ma vie a changé. À partir de cette date, j'ai subi une intimidation d'avocat particulièrement violente dans le cadre d'un dossier dans lequel je défends aujourd'hui 8 parties civiles. J'ai donc connaissance du sujet, non seulement en tant qu'avocate, mais également en tant que victime. Et c'est essentiel pour le combattre. Parce que tant qu'on n'a pas vécu ce cyberharcèlement, on n'a pas conscience de la violence que cela peut générer. D'un coup d'un seul, je me retrouve à avoir des dizaines, des centaines, des milliers de notifications sur mon portable. Ma boîte mail est totalement bloquée. Je n'ose pas en parler, même à mes proches, parce que j'ai peur de passer pour celle qui en fait trop pour pas grand-chose. Je me lève tous les matins la boule au ventre sans savoir ce qui va arriver. Et je retrouve la même chose chez les victimes. Pour les quelques victimes qui osent passer la porte d'un commissariat, on balaie bien souvent leur souffrance d'un revers de main en leur expliquant « mais c'est du virtuel, c'est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, coupez vos réseaux ». Alors c'est manifester une méconnaissance, ma foi, bien commune de la situation. Les réseaux sociaux ne sont pas distincts de la vraie vie, ils sont la vraie vie, ils sont l'émanation de notre monde physique. Et puis même si vous coupez vos réseaux sociaux, tout le monde vient vous en parler. On vient vous donner un avis parfois un peu hâtif, voire parfois même vous juger. Si vous aviez fait ce qu'il fallait, c'est sûr que ça ne serait pas arrivé. Et petit à petit, on s'isole, jusqu'à parfois commettre l'irréparable. Nadia Dame, Nikita Bellucci, Marion Séclin, Florence Porcel, Marion Fraisse, Amanda Todd, toutes ont été harcelées, parfois jusqu'à la mort. Marion Fraisse n'avait que 13 ans lorsqu'elle s'est donné la mort à la suite de son cyberharcèlement. Alors à la suite, dans ce cyberharcèlement que j'ai combattu et combat encore aujourd'hui, nous sommes à un niveau que je n'aurais jamais pensé possible. J'ai suivi il y a 2 ans avec intérêt l'affaire de la Ligue du LOL, cette affaire de raid numérique dans le milieu du journalisme, et regretté comme beaucoup que le droit n'ait pas pu montrer l'exemple. Le droit est encore hésitant face au cyberharcèlement. Pourtant, des mesures existent dans les textes. Il est temps de montrer qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Alors j'aimerais dire un mot sur les raids numériques. Depuis 2018, depuis la loi Schiappa, un seul message, un seul, est punissable à partir du moment où il a pris place dans le cadre d'un harcèlement de masse, qu'il y ait eu ou non concertation. Alors à l'heure où je vous parle aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2021. Nous avons obtenu en septembre dernier, dans l'affaire dont je vous parlais tout à l'heure, une décision que je pourrais qualifier d'historique. Le prévenu a été condamné à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt à la barre et un sursis probatoire de 3 ans. Alors, il a fait appel. Et bien évidemment, cette décision est pendante et nous devons respecter le principe de la présomption d'innocence. L'appel est dans 3 jours et j'espère que nous obtiendrons confirmation. Pour autant, cette décision de première instance a donné de l'espoir à des milliers de victimes de cyberharcèlement. Parce que oui, le message qui est envoyé aujourd'hui par le droit est très clair. Oui, le droit prend désormais en considération votre souffrance et votre détresse. Alors au final, ces violences psychologiques que l'on retrouve en ligne sont parfois les mêmes que celles que l'on retrouve aussi dans le cadre de l'intimité de la famille. Parfois, et même, aurais-je envie de dire, souvent. Parce que pour accompagner de nombreuses femmes et les aider à se libérer, je puis vous dire que se nouent dans l'intimité des drames que l'on ne soupçonne pas.
Alors c'est tout récemment, depuis les années 70, avec les actions féministes, que l'on a commencé à envisager les conséquences sur les femmes des violences conjugales. Pour autant, celles-ci, et je parle aussi beaucoup des violences psychologiques, sont considérées encore comme trop marginales. Et peut-être que même les victimes et les agresseurs eux-mêmes le pensent. Après tout, s'ils m'insultent, peut-être que c'est parce que je l'ai mérité. Il ne faut pas oublier qu'une grande violence peut parfois se dissimuler sous des paroles apparemment bienveillantes. Je dis ça parce que je t'aime. Les actions les plus choquantes au regard du débat public sont bien entendu celles qui concernent les femmes et les enfants, puisque tous les regards vont converger pour essayer de comprendre l'incompréhensible et expliquer l'inacceptable. Pour autant, ces violences, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient dans le cadre de la famille, sont un fléau qui n'est possible que parce que la société les accepte encore en silence. Alors au vu de ce que subissent certaines femmes, on peut se demander légitimement pourquoi elles restent, et certains concluent hâtivement qu'elles consentent à ce traitement. C'est oublier qu'il suffit d'un seul mot pour assujettir. Il est essentiel que les femmes aujourd'hui apprennent à repérer les premiers signes de violence, y compris psychologiques, non pas nécessairement pour déposer plainte, même si cela reste bien évidemment une possibilité, mais pour s'en départir. Comprendre pourquoi on tolère un comportement intolérable, c'est aussi comprendre comment on peut en sortir. Alors, il y a 3 points communs entre le cyberharcèlement et les violences conjugales psychologiques. La peur de parler et de se tromper, la peur que les autres vont nous rejeter et la peur des représailles. Dans l'affaire dont je vous parlais tout à l'heure, à la suite de l'audience de première instance, j'ai reçu des milliers, et je pèse mes mots, des milliers de menaces de mort. Sale pute, va crever, tu le paieras. Ça va te laver la gueule à l'acide, tu vas faire ta partie civile sans visage. On va te planter, je peux te l'assurer. Tout ça pour avoir fait mon travail. Alors je savais que ça serait difficile, mais je dois vous dire que je n'imaginais pas à quel point. Le plus dur a été de ne pas recevoir de soutien public dès lors que, par peur de se tromper, sous prétexte de stricte subjectivité, on préfère bien souvent s'offusquer uniquement dans l'intimité. Les parties civiles et moi-même n'avons donc reçu majoritairement que des soutiens anonymes, nous demandant instamment de ne pas les rendre publics. Alors après tout, peut-être avait-il raison, dès lors que les rares qui ont osé un soutien public ont été immédiatement menacés et pris à partie. Donc au final, ce vacarme numérique entretient bien ce que dit la sociologue Elisabeth Noël-Neumann: défendre quelqu'un, c'est s'exposer à être condamné et harcelé à son tour. Donc en conséquence, c'est bien l'unanimisme qui règne en maître dans ces condamnations, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient feutrées dans le silence de la maison. Et il est temps que ce règne de la terreur cesse. Au final, nous avons du mal à appréhender la violence. Nous avons du mal aussi à envisager notre propre ambivalence, même si cela nous permettrait certainement de mieux la combattre, car en réalité, nous ne voyons bien souvent qu'après coup les premiers signes. Alors je vais être honnête avec vous, alors, comme je vous l'ai dit, quand on m'a proposé de faire ce TEDx et quand on m'a donné le sujet, j'ai tout de suite su ce dont j'avais envie de vous parler. Paradoxalement, c'est bien souvent après coup que l'on comprend. On comprend que l'on a appris, on comprend que l'on a vécu, on comprend que l'on a des blessures qui ne s'effaceront pas. Et on comprend aussi pourquoi on défend aussi ardemment quelque chose, parce qu'il est lié à ce que l'on a ressenti. Au final, vous l'avez compris, j'ai vécu ces violences psychologiques. J'ai mis du temps à m'en apercevoir et j'ai mis du temps à les accepter. L'écriture de ce TEDx a été très difficile. Elle a réactivé chez moi des blessures que je pensais enfouies depuis longtemps. Alors j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup douté, j'ai aussi songé à abandonner. J'ai eu peur de vous en parler. Peur d'être jugée, peur d'être critiquée, peur des représailles. Mais c'est peut-être ça la principale erreur des victimes, se taire. Parce que lorsqu'on comprend qu'une menace, qu'une injure, qu'elle soit dite en ligne ou qu'elle soit dans le cadre de l'intimité conjugale, peut blesser plus que n'importe quel mot, quand on comprend que des violences psychologiques peuvent laisser KO pendant 48 heures comme si vous aviez été roué de coups,
on comprend qu'il faut se relever et faire entendre sa voix. Au final, j'ai été témoin. Témoin de la détresse de cette jeune femme de 19 ans dont le compagnon partage des photos intimes d'elle sur les réseaux sociaux pour l'humilier devant sa famille. Témoin de la souffrance de celle rabrouée par son conjoint qui passe des heures à pleurer dans sa chambre en se disant qu'il a peut-être raison, elle n'est pas assez bien. Témoin du désespoir de ma cliente qui a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours à la suite d'un cyberharcèlement intensif. J'attends de ce TEDx qu'il fasse jurisprudence. Il y a une notion de responsabilité visiblement loin d'être comprise par tout le monde. Non, ces violences psychologiques ne sont pas admissibles, qu'elles ne dépassent pas les frontières de la vie conjugale ou qu'elles restent insaisissables sur les réseaux sociaux. Et au final, je suis fière. Fière d'avoir tenu bon, malgré les menaces d'égorgement, de jets d'acide, de viol, de décapitation. Fière d'apporter ma pierre à l'édifice. Fière de faire entendre ma voix et d'aider les autres à faire entendre la leur. Si ce combat était à refaire, je le referais sans hésiter. Aujourd'hui, nous avons tous la responsabilité et la possibilité de faire changer les choses. Alors j'en appelle à toutes les victimes qui me regardent aujourd'hui. Il est temps de faire entendre votre voix.